Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, qui vous souhaite la bienvenue, en compagnie, encore, comme toujours, de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Ce soir, on a deux sujets importants, vastes. Toi, tu vas nous parler du feu. Ouais. Alors, brièvement, tu vas nous parler du briquet. Le feu portable. Le feu portable, l'histoire du feu portable. La portativité. Invention éminemment importante. Puis moi, je vais parler d'un phénomène très important, hyper important, mais qui est Oui, il semble méconnu. méconnu parce que le terme est relativement récent et que c'est relativement récemment qu'on a fait le bilan, si on veut, de ce phénomène-là, ce qu'on appelle l'échange colombien. Ça a l'air assez inoffensif comme nom. C'est un terme qui a été inventé en 1972 et maintenant c'est utilisé par la majorité des historiens. Ça désigne les échanges de biens agricoles, de bétail, de population, de micro-organismes à partir de 1492 entre l'Amérique et l'Ancien Monde, donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il n'y a aucune région, finalement, dans le monde qui n'a pas été affectée par ça à un moment ou un autre. Rappelons-nous, 1492, c'est le contact entre deux univers qui s'ignoraient totalement l'un l'autre jusque-là. L'Amérique et l'Europe et l'Ancien Monde. Très vite, avec la colonisation, on va commencer, les Européens vont amener leurs produits et vont découvrir ceux des Amérindiens, puis les ramener chez eux, éventuellement, ceux qu'on connaît ici. Par exemple, d'Afrique va venir le riz. On cultive du riz partout dans le sud des États-Unis aujourd'hui, mais ça n'existait pas avant 1492. Les bananes. On a traité longtemps les pays d'Amérique centrale de république de bananes. Bien, c'est une conséquence de l'échange colombien. Les citrons, pas d'agrumes en Floride avant l'arrivée des Européens. Les pois à vache, la vache également, on va y revenir au bétail, créant des sources supplémentaires de nourriture, puis de richesse pour les colons, puis les entreprises agricoles, va aussi venir d'Afrique, en même temps que les Africains qu'on amène de force, la fièvre jaune et la malaria. Et ça, c'est important parce que ça va aller au 20e siècle avant qu'on réussisse à contrôler ces deux maladies-là dans les régions du sud des États-Unis puis de l'Amérique tropicale. C'est des maladies qui n'existaient pas avant l'arrivée des Européens. Au contraire, les Européens s'étonnaient de comment, par exemple, à Panama, malgré la jungle et le climat tropical, c'était sain comme environnement, alors que, rendu aux années 1800, c'était considéré comme un des endroits les plus dangereux au monde à cause de la fièvre jaune. D'Amérique vers le reste du monde, le maïs, les pommes de terre, les haricots, les tomates, les arachides, le tabac, le cacao, chocolat, autrement dit, la quinine, le piment de Cayenne, le tabasco, les poivrons, le jalapeno, la coca, peut-être la syphilis. Et d'Europe vont venir également beaucoup le blé. Bien, le blé. Ouais, le blé, l'orge, l'avoine, évidemment les animaux domestiques sont très importants, eux autres. La vache, le cochon, le cheval, ça oui. Le premier qui a terrifié les Amérindiens, c'est le cheval. La vache, le cochon, les moutons, les chèvres, les poules, la volaille, alors que les seuls animaux domestiques qu'on connaissait en Amérique, il y avait le chien, puis encore, c'est des petites espèces de chiens presque toutes disparues aujourd'hui d'ailleurs, puis le dindon, qui était apprivoisé à partir du sud-ouest américain, là, Arizona, ce coin-là, en allant jusqu'en Amérique du Sud. Et bien sûr, il y avait en Amérique du Sud le lama et l'alpaga, le chinchilla aussi, mais ça ne fait pas beaucoup comparé à ce que les Européens amenaient de ce côté-là. Pensons qu'en 1492, la pomme de terre ne poussait pas en dehors de l'Amérique du Sud. Dans les années 40, 1840, l'Irlande dépendait tellement de la pomme de terre qu'il y a eu une récolte infectée par un champignon qui s'appelle le mildiou, qui a mené à une famine qui a fait plusieurs millions de morts.
ce qui est intéressant, c'est que le mildiou, lui-ci, venait d'Amérique, mais pas d'Amérique du Sud. Il venait d'un coin de sud-ouest, du Midwest américain, où il dérangeait personne, en fait. Personne s'en méfiait. C'est quand le mildiou a rencontré la pomme de terre que c'est devenu mortel. La première importation en Amérique, on vient de le dire, c'est le cheval, qui va changer la vie de beaucoup de tribus amérindiennes dans les Grandes Plaines notamment, mais aussi dans la Pampa argentine, qui vont devenir des cavaliers. Et dans le cas des Grandes Plaines de l'Ouest, vont se convertir au nomadisme et devenir des chasseurs de bisons. Et ça va devenir l'image de l'Indien, même si c'est pas justifié. La sauce tomate, on imagine-t-on l'Italie en sauce tomate? Ben la tomate, ça vient d'Amérique du Sud et du Mexique. Tomatel en langue aztèque. Et ça va devenir un symbole de l'Italie, littéralement. Le café va venir d'Afrique. Pas de café en Colombie avant 1492. Le café va venir d'Afrique. La canne à sucre, qui vient d'Asie, originellement du sud de l'Inde, a traversé, à travers le Moyen-Orient au Moyen-Âge, et va devenir une des grandes plantations en Amérique du Sud, en Louisiane, dans les Antilles notamment, qu'on pense à Cuba avec ses récoltes de canne à sucre. On voit arriver mais on va arriver aussi avec ça, les maladies. C'est là que le rôle des animaux est important. Parce que, d'abord, les animaux domestiques, ça a beaucoup impressionné les Autochtones, parce qu'en général, les autres, surtout pas des animaux qu'on peut appeler puis qui viennent quand on les appelle, là, comme le cheval, les autres, pour eux autres, c'était de la magie. Mais surtout, les animaux vont être importants. D'abord, le cheval, parce qu'il va faciliter la conquête, notamment au niveau des Espagnols, contre des Amérindiens qu'ils n'en avaient jamais vus, mais aussi parce que la cohabitation avec les animaux domestiques dans l'Ancien Monde, ça avait permis des échanges de microbes, des maladies qui sautent d'un humain à l'animal et de l'animal à l'humain, qui fait que les humains d'Asie ont développé des immunités. Peuvent être encore malades, peuvent même mourir de certaines de ces maladies-là, qu'on pense à la variole, mais beaucoup moins que les taux de mortalité sont beaucoup moindres que ce qu'ils ont dû être dans la préhistoire au début. Quand on arrive en Amérique et que les Amérindiens sont touchés par ces maladies-là, ils n'ont aucune immunité. Et là, c'est un carnage, c'est des taux de mortalité, des épidémies énormes. On va y revenir dans quelques instants parce que ça va avoir d'autres conséquences, à part le fait de dépeupler littéralement l'Amérique. On va voir aussi des animaux et des plantes américaines qui vont disparaître par l'arrivée des espèces invasives amenées par les Européens. Par exemple, le châtaignier d'Amérique. C'était un arbre majestueux dont le diamètre pouvait se mesurer en mètres. Ses fruits étaient très recherchés par la faune. On en avait des milliards sur tout l'est des États-Unis et jusqu'au sud de l'Ontario. Un champignon importé d'Asie va le faire pratiquement disparaître il y a un siècle. Il en reste une centaine de châtaigniers d'Amérique aujourd'hui. Le caribou forestier au Québec est presque disparu. Il en reste 10-15 dans le bout de Val-d'Or. Le morse de l'Atlantique, qui c'est dans la population que concernait la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, le golfe du Saint-Laurent, disparu. Le caribou de Dawson, une sous-espèce qui était dans l'île qu'on a trouvée dans le nord-ouest de l'île de Graham, dans l'archipel d'Hawaï en Colombie-Britannique, les anciennes îles de la Reine Charlotte. Ça fait depuis les années 30 qu'on n'a pas vu. Le grizzly, il y avait 2 populations de grizzly au Canada autrefois. Il y en a une dans l'ouest et il y en a une autre qui était connue sous le nom de population d'Ungava, qu'on trouvait dans le nord du Québec et au Labrador. Dernier qui a été vu, 1948. Le vison de mer, une espèce, on pense que le dernier a été tué sur l'île Campobello, au Nouveau-Brunswick, en 1894. Chassé pour sa fourrure, lui, évidemment. Des oiseaux, le grand pingouin qui existait dans le golfe du Saint-Laurent, qui était illustré par Jean-Jacques Audubon dans son livre « Les oiseaux d'Amérique », les derniers ont été tués en 1844. On a l'eider du Labrador, un canard dont on pouvait utiliser le duvet pour faire des matelas, etc.
dernier qui est mort qui a été vu en 1878. La tourte voyageuse, qui est un genre un peu apparenté au pigeon, présent dans une grande partie du Canada, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse. Espèce la plus nombreuse en Amérique du Nord, la dernière est morte dans un zoo de Cincinnati en 1914. Le pigeon migrateur. Bon, on pourrait allonger la liste, même des poissons aussi qui sont disparus. Le naseau des rapides de Banff, le doré bleu, des poissons qui n'existent plus, qui sont disparus. Certains, il en reste quelques dizaines, même des mollusques. La patelle des austères, qui est c'est des animaux qui ressemblent à des escargots, avec des coquilles en forme de cône. On la trouvait dans le nord de l'océan Atlantique, de New York au Labrador. La dernière, il n'y en a pas qui ont été vus depuis 1929. Donc, impact important. Mais tout ça a eu un autre impact encore plus vaste. Des chercheurs britanniques ont collecté toutes les données disponibles sur la population américaine précolombienne avant l'arrivée des Blancs. Et selon les calculs, on devait être pas loin de 60 millions d'habitants sur l'ensemble du continent là, de la Terre de Feu jusqu'à l'Alaska au 15e siècle. C'était à peu près 10% de la population mondiale. Et avec les épidémies, on calcule que on parle d'une période qui va de 1492 au début des années 1600. On pense à environ 56 millions de morts sur 60 millions. Wow. Peut-être un peu plus que 60 millions, mais au moins 90% de la population qui disparaît. On a pu calculer qu'à peu près 60 millions d'hectares de terre, soit 10% de la surface du continent, étaient probablement exploités par des humains lorsque les Européens sont arrivés. On cultivait, on entretenait la forêt ou la prairie d'une manière ou d'une autre. Et là, sans intervention humaine, les terres abandonnées sont vite regagnées par la végétation et les paysages qui étaient exploités vont retourner à leur état naturel. Et donc, on devient des forêts. Et les forêts, c'est bien connu, les arbres, c'est des puits de carbone. Donc, on absorbe le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors, on parle d'une absorption moyenne de 7,4 milliards de tonnes de CO2. Alors, c'est qu'on a absorbé de plus. Puis il y a l'oxygène qui est relâché. Et donc, l'oxygène est relâché. Alors, on a l'effet de serre à l'envers. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'au lieu de se réchauffer, le climat se serait refroidi. Et c'est, appuyé par le fait qu'à partir des années 500, on entre dans ce qu'on va appeler le petit âge de glace, qui va entraîner un refroidissement du climat. On parle d'une époque où on pouvait patiner sur la Seine à certains moments en Europe. Et les récoltes, partout dans le monde, ont été très mauvaises pendant quasiment tout le 17e siècle. Il y a eu des famines à répétition, donc des révoltes, donc de l'instabilité, et donc des guerres aussi. On donne un exemple pour le 17e siècle. L'Europe, au 17e siècle, a connu 3 ans de paix sur une période de 100 ans. Le Moyen-Orient, 10. La Chine, l'Inde, 0. Ça, c'est les endroits qu'on connaît. Alors donc, des millions de morts partout, pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde en contre-coup. C'est un impact insoupçonné. Un impact insoupçonné jusqu'à récemment. Pendant longtemps, on était porté même à sous-estimer la population des Autochtones avant l'arrivée des Européens. Puis une des raisons, c'est qu'on se disait, ça se peut pas qu'on les ait tous tués avec les moyens de l'époque. Et effectivement, on pensait aux fusils. Puis effectivement, oui, il y en a eu beaucoup de tués dans des guerres, etc., mais on n'arrive pas à des bilans qui permettent d'expliquer, par exemple, que la vallée de Mexico se retrouve avec 100 000 habitants quand il y en avait plus d'1 million quand Cortés est arrivé. Là, on comprend maintenant, c'est l'ensemble des contre-coups de tout ça, crise climatique et provoquée de façon anthropique par intervention humaine. Alors, c'est ça. Wow! Parce qu'il y avait aussi souvent des volcans qui provoquaient justement des gros volcans, là, une explosion, puis ils provoquaient un genre d'hiver qui durait plus longtemps. Oui. Mais là, on parle carrément
la première et originale catastrophe écologique liée à l'activité humaine. À l'activité humaine. Wow! Mais comme quand il fait froid, il faut se réchauffer, c'est utile d'avoir du justement, feu. Alors, on va parler on arrive à ton sujet. En fait, il y a quelque temps, j'avais besoin d'un briquet, puis j'en avais pas, puis je me suis souvenu que j'en avais un au fond du sous-sol, c'était mon briquet quand j'étais ado. J'étais allé récupérer la chose, puis j'ai essayé de le réparer, et puis j'ai réussi à remettre ça en marche, puis ça fonctionnait. Et puis ça m'a fait l'impression avec quel mécanisme absolument utile, fonctionnel, et puis l'essence à briquet, ben là, j'avais pris un autre produit, mais ça avait fonctionné quand même. Pas besoin d'être un fumeur pour pouvoir avoir besoin voilà, c'est justement. Si on remonte au début de l'histoire, on parle d'à peu près 400 000 ans, qui est le début de la domestication du feu, pour ainsi dire. Ceux qui ont vu le film La guerre du feu, qui, à mon sens, est un excellent film, oui. C'est une quête, en fait, d'un briquet. Parce que le briquet à deux pattes qui ramène, c'est une espèce humaine qui est plus évoluée, puis qui, elle, a découvert l'usage du bois, la friction du premier briquet, et puis ça sauve carrément une espèce humaine de la disparition. Ça, c'est là que j'ai commencé à réaliser un peu l'importance à tous les niveaux, parce que l'être humain, au point de départ, on est un être combustible. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait, nos avancées, ça s'est fait basé sur une forme d'énergie là, qui est dégagée, et puis que l'énergie primaire, c'est évidemment la flamme. Qu'on songe seulement à toutes les explosions qui se produisent en quelques secondes au moment où on se parle dans chaque moteur à grandeur de la planète. Le feu a toujours fait partie de la survie, de la vie, de l'existence et de l'avancée humaine, de la philosophie, de la science. Faire fondre les métaux sans le feu? Parce que là, on est avant l'âge du bronze, l'âge du fer qui s'en viennent, qui s'annoncent. Mais à cette époque-là aussi, le feu, c'est l'amadouvier. C'est l'endroit où on le conserve, c'est l'âtre, c'est le foyer. Le feu n'est pas encore totalement portatif. Là, l'horlogerie, à un certain moment, et l'armurerie vont s'en mêler. Le silex était connu depuis très longtemps, puis provoquait l'étincelle en contact avec l'acier ou un métal. C'est le métal qui formait l'étincelle, soit dit en passant, là. Et puis, on a découvert d'autres matériaux plus tard, comme la marcassite et aussi la pyrite de fer, qu'eux autres produisaient des super belles étincelles chaudes qui allumaient pratiquement n'importe quoi. Puis là, on est arrivé avec un champignon. Et l'amadou. C'est le nom, en fait, d'origine provençale, ça veut dire amoureux. Tu sais, c'est une allusion poétique à l'enflamme des amants qui s'enflamment. Et puis, le champignon, séché, une fois séché, il est prime, comment on pourrait dire en français, il est rapide d'allumage. Mais on l'a au cours des années aussi mélangé à d'autres additifs comme le salpêtre, entre autres, qui faisait qu'il devenait encore plus performant pour ça. Le nom ancien en latin du briquet, c'est fusilius. Donc, on va voir plus tard au Moyen Âge et puis à partir de l'invention, entre autres, de l'arme à feu, le briquet prend une forme qu'on va maintenir pratiquement jusqu'au 17e siècle. Quand on parle, par exemple, de la comptine au clair de la lune, qui est d'ailleurs écrite au 18e siècle, 1700 quelque chose, ils vont battre le briquet. Bien, évidemment, on a affaire à soit la platine à rouet ou la platine à silex, qui était le nom donné à l'article qui est devenu le briquet. Et puis là aussi, la pièce d'acier qui compose le briquet en question, c'est ça qu'on a appelé le fusil au point de départ. C'est ça. Après ça, ben là, les premières armes à feu sont appelées mousquets à fusil. Puis là, les armuriers, mais surtout les orfèvres, les horlogers, ont commencé à embarquer dans le mouvement. Ce qu'on a vu au premier, c'était étonnant, mais c'était des horloges briquets. C'était très utile parce que lorsque sonnait l'heure, une heure programmée actionnait le briquet qui allumait une chandelle. Donc, on avait l'ancêtre de l'allumage automatique. Et puis, le feu, par contre, c'était pas encore totalement portatif.
on le transportait, on l'entretenait plus qu'on le transportait, même si c'était rendu une nécessité. Il va falloir attendre la miniaturisation un peu on se retrouve à une époque où pratiquement l'ensemble de la population traînait dans sa poche un petit contenant métallique avec un combustible à l'intérieur qui était muni d'un allumage. Puis on le retrouvait partout, c'était entré dans... Il va falloir attendre un peu pour ça, parce que c'est encore pas très pratique. Et puis là, ben les 3 substances nécessaires à la magie du briquet sont pas encore en présence l'une de l'autre. Si on prend, par exemple, ce qu'on appelle la pierre d'un briquet, c'est la même qu'on va retrouver dans le briquet à butane qu'on voit partout. Là, on parle pas de lithium encore. Là, on parle vraiment là, de briquet plus traditionnel, briquet d'une autre époque. Il y a un dénommé Auer, c'est un Tchécoslovaque qui a mis au point une substance pyrophorique, c'est le nom qu'ils ont donné. C'est très rapide pour allumer. La pierre, ça n'est pas une, c'est un composé métallique, ils appellent ça le ferrocérium. Le cérium est un métal dans la même colonne que le sodium puis le potassium sur le tableau périodique. Ça veut dire que ça s'oxyde très rapidement. Alors, à chaque fois qu'on fait notre petite étincelle, c'est pas un phénomène physique lumineux, c'est une réaction chimique qui se produit avec 2 matériaux en présence de l'autre, ni plus ni moins un catalyseur. Le combustible, maintenant. Avant l'arrivée du benzine et de l'essence pour automobile, il a fallu attendre la fin du 18e, début du 19e, on avait de l'huile, mais c'est pas assez rapide pour faire un briquet qui est pratique. Ça s'allume, ça s'entretient, mais c'est pas instantané. Le benzine en question, c'est un sous-produit du raffinage du pétrole destiné au transport, à l'automobile, qui servait pour nettoyer les pipelines, les tuyaux, mais on n'avait pas encore trouvé l'usage pour ça avant qu'on découvre évidemment que si on raffine la benzine, puis le naphte, qui sont ces produits-là, on obtient encore un autre produit qui, lui, est juste un créneau en dessous de la sublimation. C'est le fluide à briquet qui est nécessaire. C'est pour ça que si on met, par exemple, dans un briquet à l'ancienne, on met du carburant pour automobile, ça fonctionnera pas très bien, ça va allumer, mais ça va charbonner. Et puis, les amateurs de cigares, d'ailleurs, c'est ce qu'ils reprochaient au combustible, c'est de donner un goût à leur consommation. Il fallait vraiment avoir le goût raffiné pour s'apercevoir de ça. D'ailleurs, à l'arrivée plus tard du butane, c'était supposément pour régler ce type de problème-là. Alors là, on a le ferrocérium, on a le fluide éthérique pour le briquet. Alors, on va avoir Cartier, on va avoir ST Dupont, on va avoir des orfèvres de haut niveau qui vont s'y mettre. On va avoir aussi l'industrie qui va apparaître. Après tout, Zippo, au 20e siècle, c'est le briquet qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, selon la publicité, mais c'est aussi une fantastique aventure industrielle qui est partie d'une genèse très simple, d'un besoin d'une personne qui a trouvé une façon de fabriquer rentable, et puis cet objet s'est avéré extrêmement en demande parce qu'il faisait son entrée dans la culture populaire à cette époque-là. On le retrouvait comme accessoire au cinéma, entre autres, souvent dans les films pour garder l'attention durant certaines périodes, on allumait la cigarette. Alors là, le briquet prenait son importance. Le schling du briquet... C'est ça. Et pour séduire les femmes, quand la femme présentait sa cigarette, les héros, automatiquement, lui tendaient son briquet. Oui, puis lui, s'il lui présentait un bijou au lieu d'un bout de bois, ben là, à ce moment-là, ça en disait long sur la personne en question. D'ailleurs, parlant de bijoux, il y avait des briquets auxquels on a donné toutes sortes de formes, et qui, dans certains cas, étaient des petites œuvres d'art. C'est d'ailleurs un des aspects, le briquet en anglais, disons, là, on parlait du 20e siècle, ça a été pratiquement l'explosion de ce humble objet. Mais pensons-y, combien de catastrophes et de vies ont été perdues à cause des briquets, mais combien ont été sauvés, puis combien d'avancées ont été réalisées avec. On réalise à ce moment-là l'importance de ce petit accessoire-là. Quand on en a besoin puis qu'on n'en a pas, c'est là qu'on le réalise. Et puis, d'ailleurs, ça a été la raison pour le briquet, c'était sa disponibilité immédiate.
À l'époque, quand c'était Noël ou les anniversaires, qu'on se demandait quoi donner en cadeau, c'était pas comme aujourd'hui, là. À l'époque, c'était comme automatique. On avait un choix, une panoplie de briquets. Tout le monde consommait soit du tabac, la pipe ou... Quand on entrait dans une station-service à l'époque où il y avait du service, ou une grande tabagie comme les bureaux de tabac à Paris, et puis il y avait la Fontaine, distributrice de fluides. Oui. Parce que, comme j'expliquais tantôt, si on laisse ce composé-là quelques minutes, il va s'évaporer. Oui, donc, il avait à être contenu d'une façon pour durer, puis il était moins dispendieux. Donc, on retrouvait ces fontaines-là. Oui, parce qu'avec Zippo, on a le briquet jetable, mais les briquets n'étaient pas jetables autrefois. Ah non, c'est justement, ça se donnait en cadeau. C'était des objets désirables. Il y a toute une série de ces briquets qui sont très plats, qui se glissaient facilement dans les poches, qui ont les logos de tout ce qui se faisait à l'époque. Les agences de voyage, les compagnies aériennes. Quand aujourd'hui, on va, par exemple, dans une conférence, un congrès, il y a toujours des petits gadgets qui sont donnés, le tournevis qui sert à rien, finalement. À l'époque, c'était ces briquets-là, mais le coût de revient actuel d'un de ces briquets, ce serait de l'ordre de 50, 60, 80 $, alors qu'à l'époque, c'était 1 $, 2 $, ça se donnait bien en cadeau. Là. Souvenons, d'ailleurs, tu parles de gadgets. Les briquets dans les films d'espionnage, qu'on pense aux films de James Bond, c'est souvent là-dedans qu'il y a le gadget, le petit appareil photo ou le pistolet laser. Mais on a retrouvé aussi tous les styles décoratifs. On a retrouvé tous les styles architecturaux. Aussi incroyable que ça, parce que à un moment donné, les compagnies maritimes, par exemple, tous ceux qui étaient en hospitalité, les hôtels avaient leur propre briquet à leur effigie, à leur logo. Ce marché-là était très, très présent. C'était de prestige aussi. Là. Le classique, le petit briquet en forme de revolver qui, je sais pas dans combien de films, on a vu le gag où une personne menace quelqu'un. Et puis il sort une cigarette. Une fois que l'autre est parti, on s'allume une cigarette avec le revolver en forme de briquet. D'ailleurs... Et c'est sur cette histoire-là qu'on va être obligé de terminer. Alors... on va éteindre la flamme. On va éteindre la flamme. On n'y peut rien, ça vient de s'éteindre. Alors, mesdames et messieurs, restez à l'antenne de TVCBF et ici André Pelchat qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine.